Alors, bienvenue tout le monde aux grands entretiens du Living Lab Charlevoix. Quel honneur de vous avoir aujourd'hui en cette belle journée d'octobre, tout près de l'Halloween. Merci pour vos beaux costumes. Écoutez, aujourd'hui au programme, on avait le docteur Philippe Boudard. Il va peut-être se joindre à nous un peu plus tard. Je ne sais pas s'il est en transport ou quoi. Je pense qu'il était à Montréal pour un spectacle. J'espère qu'il n'est pas retourné à Montpellier sans nous aviser. Des fois, des problèmes de communication. Mais on a réussi à avoir un médecin rural russe très célèbre qui vient de lancer son livre, en fait, Récit d'un jeune médecin. Ce livre-là a déjà été adapté très rapidement, en fait, par le docteur Philippe Boudard. Et je pense qu'il est à Montréal pour présenter ça. Alors, quel honneur de recevoir Mikhail Bulgakov. Bonjour, monsieur Bulgakov, docteur Bulgakov. Comment allez-vous aujourd'hui? Oui, bonjour, docteur Philippe. Bonjour tout le monde. Écoutez, je vais très bien. Je suis ravi d'être de l'autre côté de l'Atlantique ou du Pacifique, ça dépend par où on passe, pour vous rencontrer. Écoutez, ça va moyennement parce que là, on est en mars 1940 et c'est vrai que comme mon père, qui était d'ailleurs lui-même médecin, je souffre d'insuffisance rénale, mais en fait, j'espère que j'aurai le plaisir d'échanger avec vous pendant cet entretien. Quel honneur de vous recevoir aujourd'hui, considérant votre état de santé. On va être le plus bref possible. Je sais qu'il y a des gens qui essaient de vous rendre hommage aujourd'hui à Montréal, justement, avec un spectacle qui rappelle un peu votre histoire là, de jeune médecin en région. Comment c'est la pratique de la médecine en région au 19e siècle, docteur Bulgakov? Effectivement, j'ai commencé, j'ai été diplômé de mon doctorat en médecine en 1917 et puis j'ai été tout de suite nommé dans un petit village à plusieurs heures de traîneau de Kiev et de Moscou. Et puis là, j'ai été responsable de plusieurs milliers de paysans perdus dans l'immense plaine russe pendant 2 années. Et j'ai quitté cet hôpital en 1917. La révolution bolchevique avait lieu. Et c'était pour moi, revenir à Moscou, c'était une joie. Et puis je suis arrivé en pleine presque guerre civile, en pleine révolution. Mais pendant ces 2 années, là, dans cet hôpital, accompagné de 2 sages-femmes et un infirmier, j'étais le responsable médical où j'ai appris énormément. J'ai appris énormément au contact des patients, à un rythme très, très soutenu. Et ça m'a aidé à progresser dans mes connaissances médicales, à progresser dans la connaissance aussi de l'âme humaine grâce aux patients. Et puis, ça m'a aussi permis d'écrire un journal qui est devenu petit à petit un récit et qui, j'espère, sera publié parce que pour le moment, là, en 1940, Joseph Staline fait en sorte que tout ce que j'écris ne soit pas publié. Voilà où j'en suis. Et docteur Bulgakov, évidemment, vous êtes reconnu pour votre médecine, mais vous écrivez aussi vous êtes un auteur, vous écrivez aussi des pièces de théâtre. Donc, Staline voulait vraiment vous fermer. Pourquoi, au juste? Et vous étiez quand même assez connu, là. Oui. J'ai connu un grand succès. Je connais un grand succès par ma littérature. Parce que j'ai abandonné la médecine pour l'écriture très tôt. J'en ai pas éprouvé de remords ou de regrets. Et je me suis lancé dans l'écriture soutenue par des grands auteurs de l'époque qui m'encourageaient à continuer. Et j'ai voulu contribuer à la vie théâtrale, disons, d'après les années 20, mais
mais effectivement, je n'étais pas dans la ligne imposée par l'État et on m'a fait mille ennuis pour que je ne puisse pas accéder à la notoriété à laquelle le public souhaitait que j'accède, puisque mes œuvres étaient tout à fait appréciées par le public. Donc pour moi, l'écriture pour moi, c'était aussi un moyen de poser un regard sur la société d'alors. Par exemple, dans Cœur de chien, eh bien, j'ai écrit l'histoire aussi d'un médecin comme ça qui vit dans un grand immeuble qui a été rendu collectif par les bolcheviks, et puis où tout à coup un chien que je trouve dans la rue errant va devenir un humain progressivement. Et c'est un ouvrage à la fois presque surréaliste, très drôle, et qui pose un regard comique, qui pose un regard ironique sur les bouleversements politiques de l'époque que je vivais. Et cette ironie, cet humour, en définitive, ce recul un peu thérapeutique comme ça pour traverser une période terrible de la vie de l'Union soviétique débutante n'a pas plu à l'État, et les idéologues du parti ont fait en sorte de me mettre à l'écart. Et Dr Bulgakov, j'entends que vous avez même écrit directement à Staline. Oui, tout à fait, oui, parce que mon frère était à Paris, il avait réussi à émigrer, je voulais absolument le rejoindre, et jusqu'à ma mort, Staline aura refusé parce que j'étais très populaire. C'est peut-être ça qui a fait que je n'ai pas été tout de suite liquidé par l'État. Mais en même temps, il y avait une sorte de jeu pervers, de jeu du chat et de la souris entre Staline et moi, qui a fait que je n'ai jamais eu le visa, l'autorisation pour quitter l'Union soviétique. Oui. Donc je lui avais écrit. Oui. Et Dr Bulgakov, est-ce que vous pourriez me décrire un peu qu'est-ce que ça représente pour vous, la pratique rurale en 1940? Qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est quoi le quotidien de votre pratique? Alors, la médecine rurale, moi, je l'ai pratiquée après mes études, c'est-à-dire dans les années 1916-1917, quand j'étais médecin de cet hôpital de campagne éloigné de tout. Alors, d'abord, c'est un éloignement des grands centres urbains, c'est un quotidien entièrement dédié à l'accueil, au suivi et au traitement quand on peut des patients. C'est aussi certaines visites à domicile quand il y a des urgences où on part en traîneau à la lumière des lampes à huile. Donc dans la nuit enneigée, j'ai décrit dans une de mes nouvelles comme ça le traîneau qui m'emmène et qui me ramène de chez une patiente qui est décédée d'ailleurs malheureusement des suites d'un traumatisme crânien, et où le cocher et moi on est poursuivis par les loups. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous paraît aujourd'hui, qui nous paraîtrait très exotique, hein, mais qui est une plongée dans le quotidien de contrées extrêmement isolées, vivant en autarcie, de contrées rurales, hein, où les gens battent le lin, cultivent, élèvent des animaux, et où il faut, avec les moyens de l'époque, avec les connaissances médicales de l'époque, qui sont déjà très avancées, mais avec une technologie évidemment très différente de celle qui est à votre disposition aujourd'hui, il faut approcher ces patients, les écouter, voilà, beaucoup, et puis se remettre en question. Et c'est ce que j'ai tenté d'écrire dans ces nouvelles réunies sous le titre des récits d'un jeune médecin, c'est-à-dire c'est aussi une rencontre avec soi-même à travers l'équipe médicale, avec les collègues infirmières, sages-femmes, infirmiers, et cette petite communauté de soins va être totalement dédiée à l'accueil et au suivi médical des patients qui viennent de tous côtés, puisque l'hôpital est une sorte
comme je l'ai écrit dans une des nouvelles, une sorte de lucioles de civilisation qui sont une constellation comme ça d'endroits, de possibilités de soins éparpillés de loin en loin sur la plaine sans fin de la Russie d'il y a 100 ans. Donc c'est une expérience humaine extrêmement forte, au-delà d'une expérience dans l'art ou les techniques médicales. C'est surtout une expérience humaine. Je ne veux pas vous retarder plus longtemps. C'est déjà généreux d'être avec nous aujourd'hui. Je sais que votre état de santé est précaire, Dr. Bulgakov. Sur ça, vous aimeriez qu'on se rappelle de vous comment? Voilà, si j'ai la chance de laisser une postérité, d'abord comme un artiste, comme un auteur, mais qui a ancré son inspiration littéraire et sa connaissance de l'humain dans la pratique médicale de ses débuts. Voilà, si on pouvait se souvenir de moi comme ça, je serais heureux. Mais je suis atteint du même mal que mon père, lui-même médecin qui l'a emporté très jeune, donc j'ai bien conscience que mon avenir va être bref. Dr. Bulgakov, merci de votre générosité. J'espère qu'on va se rappeler de vous. J'espère que la médecine rurale va changer grâce à votre récit humain inspirant. Je vois que vous semblez avoir un malaise présentement. Êtes-vous correct? Écoutez, je vais devoir interrompre la communication et je vous souhaite une bonne continuation. On vous envoie des secours? On vous envoie des secours? Ça ne serait pas une mauvaise idée, oui. Jenny, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il est là? Je suis en contact avec le 911. Tout va bien. Là, il va être pris en charge. On a-tu des nouvelles du docteur Goudard? Pas de nouvelles. Madame Son, elle connaît. Hein? Ils ont déjà travaillé ensemble. Madame Son, peut-être qu'elle a des nouvelles du docteur Goudard. Voilà, je crois que j'arrive un petit peu en retard et je vous prie tous et toutes de m'en excuser. Docteur Goudard! Oui, docteur Cree, docteur Fleet, vous êtes là. Je suis arrivé, ça y est, j'étais un peu en retard. Docteur Goudard, c'est vraiment un honneur de vous recevoir dans les grandes entrevues du Living Lab Charlevoix. Vous êtes à Montréal présentement? Oui, c'est ça. Je suis à Montréal depuis quelques jours, avec grand plaisir. Alors, docteur Goudard, avant de vous présenter, on a une petite vidéo à montrer aux gens qui montrent un peu des extraits de votre pièce. Jenny?
Quel honneur de vous recevoir aujourd'hui, professeur et docteur Philippe Goudard. Philippe Goudard est médecin généraliste avec une pointe en médecine d'urgence. Il a pratiqué pendant plusieurs années en région rurale. Il a aussi été un des fondateurs de la discipline, on va dire, de la médecine de cirque. Il a publié un livre justement là-dessus, Médecine et cirque, un best-seller dans ce domaine-là au niveau académique. Il est aussi artiste, auteur, interprète, clown. Il a même un doctorat en art et il vient tout juste de prendre sa retraite de l'Université de Montpellier à la Faculté des Arts. Docteur Goudard, c'est vraiment un honneur de vous avoir aujourd'hui. Merci de vous être prêté au jeu tantôt à la dernière minute, 5 minutes avant d'entrer. Vous avez enfilé les vêtements du docteur Mikhail Bouliakov. Philippe, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Je suis absolument ravi de participer à votre réunion de Charlevoix. J'ai été me promener sur votre site et puis on a eu l'occasion d'en parler. Et je trouve cette réflexion que vous conduisez autour de la pratique médicale, autour des pratiques en santé et en lien avec la créativité, tout à fait remarquable. Donc, je suis très honoré d'être là et de pouvoir passer un moment à échanger avec vous toutes et avec vous tous. C'est vraiment pour moi un grand plaisir. Merci Philippe. Et nous, en fait, je ne sais pas si les gens le savent, mais évidemment, on savait que Philippe s'en venait. On a saisi l'opportunité de l'inviter avec nous, même si ça se serait fait quand même de la France. Donc, il a présenté un spectacle à l'Université Concordia, invité par Patrick Leroux, qui est le vice-doyen de la faculté d'arts et sciences de l'Université Concordia, mais qui est aussi un grand auteur dans le domaine du cirque. Et Philippe, en fait, on a appris vraiment ta visite, on a été rappelé de ta visite par une émission à Radio-Canada. Jenny, coordonnatrice du Living Lab, est-ce que tu as écouté cette entrevue? Oui. C'était avec qui? Avec Penelope McQuaid. Penelope McQuaid. Et c'était quand même une entrevue vraiment fascinante de 30 minutes. Je ne sais pas si on va pouvoir battre ça, Philippe. Donc, on a vraiment appris beaucoup sur toi, sur ton œuvre. Et en fait, le spectacle que tu présentais a été présenté plus d'une centaine de fois, qui raconte l'histoire justement, mais interprétée c'est en partie ton histoire à toi de médecin rural, mélangé un peu de ce que j'ai compris avec des passages ou inspirés du récit d'un jeune médecin de Bulgakov. Et le Figaro avait fait des critiques, vraiment, tu sais, on voyait toutes les critiques et c'est un spectacle très simple en termes de tu es toute seule sur scène, il y a quelques accessoires seulement, mais tu réussis à capter notre attention et vraiment nous émouvoir. C'est vraiment, vraiment très touchant comme spectacle. J'espère que tu auras la chance de revenir nous le présenter. Je pense que déjà, il y a quelques personnes qui étaient en personne et d'autres qui l'ont vu en visio. Comment ça s'est passé cette prestation-là pour toi? C'était formidable. Je peux peut-être dire un petit mot sur ce qui m'a poussé qui m'a conduit plutôt à créer ce spectacle. Quand j'étais jeune urgentiste, ça fait donc plusieurs dizaines d'années, j'ai découvert le texte, les récits d'un jeune médecin de Mikhail Bouliakov et j'avais été totalement saisi et ému parce que dans ces récits, c'est un ensemble de nouvelles. Il y en a une qui s'appelle La nappe brodée d'un coq, où une petite fille vient avec sa mère apporter un cadeau, une nappe brodée d'un coq au jeune docteur Bouliakov, après qu'il l'ait sauvé en l'amputant d'une jambe qui avait été broyée dans une broyeuse à lin. Et au même moment, sur les plages de la Méditerranée, où j'étais délégué par le SAMU de Montpellier pour m'occuper des
des vacanciers confrontés à des situations d'urgence médicale ou sanitaire, j'avais eu l'occasion avec l'équipe avec laquelle je travaillais de sortir d'affaire une fillette de 6 ou 7 ans qui s'était noyée, voilà, qu'on avait eu la chance de pouvoir contribuer à récupérer. Et puis, quelques semaines après, elle est revenue à la caserne des pompiers avec sa mère et m'avait offert une boîte de chocolat. Donc, ça avait été pour moi un moment de grande émotion parce que j'avais compris que en fait, la relation de soins, la relation médicale était indépendante du temps grâce à Mikhail Bouliakov, puisqu'il y avait 70 ans, c'était moi dans fin des années 80, entre son expérience et la mienne. Et je m'étais alors promis puisque j'avais parallèlement à ma pratique médicale une carrière artistique dans le domaine du spectacle vivant, comme acteur ou comme artiste de cirque, je m'étais promis d'adapter cette œuvre. Et puis, une amie avec qui j'avais été interne dans une clinique et puis ensuite que j'avais remplacée, qui s'était installée à la campagne en plein milieu du plateau du Larzac, là où on fabrique, où les brebis donnent le lait pour fabriquer le roquefort, m'avait appelé pour que je la remplace, pour faire du dépannage, comme vous le dites, mais après que j'ai cessé d'exercer la médecine pendant plusieurs années pour me consacrer à ma carrière artistique. Et elle voulait absolument que je la remplace. J'ai appris plus tard qu'elle devait soigner un cancer et qu'elle ne trouvait pas de remplaçant pour l'aider, puisque les jeunes ne veulent plus aller dans ces endroits-là. Et donc, petit à petit, grâce à elle, je suis revenu à la médecine. Et là, l'idée de monter ce texte m'est revenue. Et puis, j'ai croisé Pascal Lenné qui m'a proposé de l'adapter, donc comment refuser. Et ensuite, il m'a proposé de m'écouter. On a eu beaucoup d'échanges et de conversations sur la pratique quotidienne au plus près du terrain, loin de tout et à la campagne. Et puis ce texte est né comme ça et ma consoeur est guérie depuis. Moi aussi, comme j'aime à le dire, j'ai soigné pas mal de choses avec ce texte, avec ce spectacle. Et donc voilà, ça a correspondu aussi, on en parlera peut-être tout à l'heure, à un moment où j'avais depuis une dizaine d'années, souhaité rentrer dans une démarche de décroissance par rapport à l'entreprise artistique dont j'étais devenu le patron en cirque. Et je voulais faire des choses qui me permettent de retrouver un contact direct, sans intermédiaire, avec les spectateurs. Et donc, c'est pourquoi ce spectacle est extrêmement léger, facile à transporter. Et puis, ainsi, j'ai eu la chance, puisque ça fait plusieurs fois que je viens à Montréal pour échanger avec notamment Louis-Patrick Leroux, mais aussi à l'École nationale de cirque, sur différentes problématiques de recherche autour des arts du cirque. Patrick Leroux et Concordia m'ont invité pour une lecture et puis petit miracle, en fait, on a pu donner la représentation grâce à l'équipe du 4e espace à Concordia. Et donc, nous avons vécu parce que pour moi, le spectacle vivant, c'est une rencontre. Donc, c'est quelque chose qui se fait, qui se construit dans la coprésence cognitive, on pourrait dire, mais plus simplement dit émotionnelle, entre les spectateurs et le protagoniste, puisque là, je suis seul en scène. Et donc, cette pensée de Bouliakov prolongée à travers le quotidien du jeune médecin que je fus et de toutes les réflexions que ces pratiques au quotidien, dans l'urgence ou dans le suivi programmé de premier recours permet comme le disait Bouliakov tout à l'heure, il y a 10 minutes, permet une réflexion sur soi-même, sur la pratique, sur la relation à l'autre, aux autres. Et ça a été un moment d'échange qui synthétisait un petit peu toutes ces questions
qui sont posées à l'intérieur du texte. Et donc, voilà, ça a été un moment intense, joyeux, agréable, avec des échanges qui se sont poursuivis, à la fois avec les spectateurs et les spectatrices qui étaient présents dans la salle, et puis celles et ceux qui étaient à distance à travers Zoom, comme aujourd'hui. Donc c'était un très bon moment qui nous fait penser que l'art est nécessaire. Non, tout à fait d'accord avec toi. Et j'étais, tu sais, c'est sûr que étant moi-même médecin, je peux me mettre un peu, je sais quel genre de formation on a typiquement. Je regardais comment tu récitais, comment tu interprétais le texte, qui m'apparaissait quand même assez complexe. Beaucoup de mots en rafale assez rapide, ça prend une mémoire phénoménale. Ça m'amène à poser la question, est-ce que tu crois que, mais aussi toute l'interprétation artistique, est-ce que tu crois que un médecin typique et un artiste un peu typique ont des cerveaux différents? Qu'est-ce qu'ils pensent différemment? Alors, je ne peux pas répondre en quelques mots, je ne suis pas de plus neurophysiologiste. Si je m'en réfère aux quelques éléments d'actualisation de mes connaissances en neurophysiologie, je pense que il y a quelque chose de l'ordre de la plasticité synaptique, on va dire, ou cérébrale. Alors, s'il y a des confrères ou des consoeurs spécialistes de l'autre côté de l'écran, vous saurez me corriger. Merci. Mais effectivement, on peut entraîner... j'aime pas trop dire son cerveau, parce que le théâtre et l'art du spectacle vivant, le cirque aussi, m'ont appris qu'il n'y a pas un corps et puis un cerveau, et puis l'un fait agir l'autre comme une sorte d'ordinateur qui piloterait tout ça. Il y a une personne en action. Alors, ça m'évoque deux axes de réflexion possible que tu lances, Richard. C'est d'une part, on est une personne, donc il y a quelque chose de l'ordre de l'entraînement de tout le système cognitif qui a lieu quand on est acteur ou performeur, qu'on joue avec les mots ou qu'on joue avec les gestes, qui sont à peu près la même chose. Les uns sont moins sonores que l'autre. Il y a un entraînement nécessaire, et je pense que les personnes qui ont choisi des métiers où les procédures doivent être d'un niveau de rapidité, d'efficacité, d'efficience élevés ont effectivement des points communs. Je ne dirais pas qu'il y a un cerveau différent, je ne suis pas capable de répondre à cette question, mais je pense que voilà, c'est l'entraînement à des procédures différentes qui fait que petit à petit, on arrive à percevoir, capter, synthétiser au moment même de l'action, en fonction des connaissances qu'on a acquises, des expériences qu'on a vécues, des situations auxquelles on a été confronté, qu'on arrive à synthétiser très rapidement quelque chose qui rend l'action vivante, que ce soit dans le spectacle ou dans l'efficacité de la réflexion ou la mise en œuvre des procédures ou des actions médicales. Oui. Alors, je dirais que c'est plus de l'ordre d'un entraînement commun. Le deuxième aspect, la deuxième réponse que ça suscite en moi, c'est que il y a eu un parallèle quand les sciences cognitives ont émergé dans les années 40 autour de New York. Comme vous le savez, il y avait on a cherché à modéliser le cerveau. Alors d'abord un cerveau binaire, et puis le courant qui passe ou qui passe pas. Et puis parallèlement, cette modélisation, elle allait de pair avec la mise au point du langage binaire informatique, puis des systèmes informatiques, puis des systèmes connectés. Et ça a donné toute cette modélisation qui va du fonctionnement
cérébrale ou neurophysiologique ou psychologique, en parallèle avec le développement des outils informatiques qu'on utilise en ce moment même. Et puis, il y a une dernière théorie qui a émergé, qui est peut-être un peu plus holistique et qui dit qui postule que les choses se font dans l'action, c'est-à-dire il n'y aurait pas de présupposé avant ce qu'on vit et ce qu'on découvre par et dans l'action. Voilà. Alors ça, peut-être qu'on peut le formuler en disant que ça demande un cerveau différent, mais je pense que c'est plus une présence au monde qui va changer, et cette présence aux autres, donc au monde et aux autres, et à soi-même, elle est, c'est vrai pour moi, très semblable dans les deux principaux métiers ou arts que j'ai exercé ou que j'exerce, qui sont celui de l'acteur de spectacle vivant, hein, que ce soit l'acrobate ou l'acteur qui donne un texte ou qui incarne un personnage, et puis la pratique médicale modeste que j'ai comme médecin de premier recours, essentiellement, oui, en milieu rural. Voilà. Et sur un peu cette ligne-là, qu'est-ce que tu penses de la formation actuelle des médecins, donc où on est toujours plus donc il y a de plus en plus d'informations à apprendre, mémoriser, on a des examens, beaucoup de certifications, il reste que pas beaucoup de place dans l'horaire, en fait, pour vraiment apprendre à réfléchir différemment. Donc, à résoudre des problèmes complexes de la vie de tous les jours, à penser créativement. Ça fait pas nécessairement, en tout cas, si ça fait partie du cursus, c'est pas beaucoup. On forme pas non plus beaucoup les médecins dans la gestion du stress, dans la gestion de eux-mêmes. Donc, on a des taux de burn-out assez faramineux, 30% chez les médecins en pratique. C'est un peu plus, on pense, chez les infirmières, plus chez les médecins, les jeunes médecins en formation. Est-ce que tu crois qu'on devrait... d'abord, est-ce que tu crois que l'art, l'intégration de l'art, de la créativité dans les cursus médicaux pourrait avoir un bénéfice sur le bien-être des futurs professionnels de la santé et même sur la façon dont ils réfléchissent? Est-ce que ça pourrait former des meilleurs professionnels? C'est une grande question, mais puisque tu es dans les deux exactement, à peu près le même nombre d'années, c'est assez unique d'avoir quelqu'un qui a à la fois cette formation-là, mais aussi l'expérience. Oui, alors la réponse est oui, c'est sûr, oui, incontestablement. Alors, moi, je n'ai pas, quand j'étais, pendant ma carrière universitaire, je n'ai pas enseigné à des étudiants en santé, hein, puisque j'ai été professeur en art, hein, en histoire et pratique des arts, mais j'ai pu côtoyer des plus jeunes, hein, des jeunes médecins, garçons et filles en formation, en apprentissage, et eux-mêmes le disent, hein, eux-mêmes disent en fin d'études, après tout ce qu'ils ont brillamment réussi à assimiler, à comprendre, à apprendre, à débuter, à mettre en œuvre progressivement dans leur pratique. Ils nous disent, quand on arrive petit à petit à avoir des responsabilités, être au contact des patients, on a un peu de mal, on manque d'outils, on manque de formation. La plupart de ceux avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger l'expriment très très spontanément. J'ai eu Un petit problème de connexion. amphithéâtres. Pardon? OK. Oui, ça fonctionne maintenant. Il y a eu un souci? Oui, t'as gelé. Est-ce que ça va là? Oui. Vous m'entendez? Allô, Richard? Oui, je t'entends. Tu peux continuer. D'accord. Ouais, et donc
J'ai donné le spectacle 2 fois dans des amphithéâtres, une fois dans un théâtre pour les étudiants de 2e et 3e année de médecine à Montpellier, une autre fois dans un amphi à Lyon, à la faculté de médecine. Ils étaient très nombreux, plusieurs centaines, et les questions étaient très nombreuses après le spectacle, c'est-à-dire que j'avais le sentiment, et les étudiants avec qui j'ai pu échanger aussi, et leurs enseignants, d'être confronté à cette situation imaginaire, d'avoir pu stimuler leur imaginaire, ça avait ouvert leur sensibilité et ça leur permettait d'ouvrir la porte sur des questions importantes qui n'avaient pas encore peut-être pu être traitées, énoncées tout simplement, et qu'ils allaient pouvoir creuser avec leurs enseignants, notamment avec leurs enseignants de sciences humaines, puisque on a en France maintenant des enseignants de sciences humaines et sociales qui participent à la formation des jeunes médecins. Donc oui, c'est important, cet exercice de la sensibilité par la pratique artistique. Alors la pratique artistique, ça peut tout simplement d'abord être une pratique spectatorielle. On peut commencer à être spectateur de l'art, voir un film, écouter de la musique, aller au musée, aller au spectacle, lire un livre et puis ensuite en parler et échanger autour de ce que ça peut apporter comme différents questionnements, comme différentes réponses peut-être aux questions que pose la pratique médicale. Moi, j'ai un souvenir qui me vient à l'esprit, j'ai envie de le partager avec vous. Alors, je n'étais pas je n'étais pas médecin, enfin, c'est pas un souvenir de ma pratique médicale, c'est un souvenir de ma pratique clownesque. Donc, pendant plusieurs années, j'ai exercé en duo avec un duo hommes et femmes, clownesque, avec un spectacle sans texte. Et nous étions dans les années 80 un petit peu les clowns commandos du ministère des Affaires étrangères, comme on disait à l'époque, des Affaires extérieures français. Et on nous envoyait comme ça en mission dans certains pays, puisque les artistes accompagnent souvent les missions diplomatiques et servent parfois de prétexte aussi à d'autres discussions commerciales, diplomatiques ou politiques à l'occasion de leur tournée. Et donc, on était un peu les clowns commandos parce qu'on nous envoyait dans des pays dangereux, et notamment, par exemple, en Ouganda. Alors, on est arrivé en Ouganda, c'était la guerre civile, et donc on donnait des représentations très tôt le matin et très tôt l'après-midi, parce qu'après c'était le couvre-feu, c'était la guerre. Le soir, ça tirait, il y avait des tirs à balles réelles dans les rues, des morts le lendemain matin. Enfin, on se demandait vraiment ce qu'on venait faire là, dans le sens où qu'est-ce que des clowns viennent faire en plein milieu d'une guerre. Et donc voilà, le questionnement était très fort. On est resté assez peu de temps, une petite semaine, et puis on est reparti par l'aéroport d'Entebbe, c'est devenu célèbre à cette occasion d'ailleurs, malheureusement. Et puis là, avant d'embarquer, un homme s'est approché de nous, visiblement pas riche, et nous a voulait nous donner un billet de la monnaie locale, des shillings, je crois, à l'époque, et qui était une forte somme. Donc on était à la fois dans l'incompréhension et dans la gêne. De quoi s'agissait-il? Pourquoi ce cadeau? Pourquoi une telle somme pour quelqu'un qui visiblement venait de faire 40 km en taxi-brousse pour venir nous voir à l'aéroport? Et puis là, la personne qui nous accompagnait nous a dit si, acceptez, c'est quelqu'un qui veut vous remercier d'être venu donner des spectacles de clowns en pleine guerre chez lui. Et vraiment, ce jour-là, j'avais une trentaine d'années, j'ai vraiment eu une réponse concrète à la question que je me posais depuis une quinzaine d'années, depuis mes débuts artistiques, en parallèle à mes études médicales, qui étaient mais à quoi ça sert, à quoi ça sert comme
comme un auteur québécois l'a écrit, de faire tourner des ballons sur son nez. Hein. Donc, à quoi ça sert de faire le clown pendant une guerre? Ben voilà, ça sert à ça. Ça sert à... J'avais la réponse. Ça servait à apporter du bonheur, un remède momentané au stress à quelqu'un qui vivait au quotidien le stress d'une guerre terrible dont nous, on avait la chance de s'échapper parce qu'on reprenait un avion et qu'on repartait en France. Et ça a été pour moi une réponse très claire à cette question que l'art a des vertus dans la pratique spectatorielle ou dans la pratique personnelle. Les arts, tous les arts ont vraiment des vertus thérapeutiques, hein, alors qu'ils peuvent jouer un rôle en prévention ou en soins, mais aussi évidemment rentrer en ligne de compte dans la formation des jeunes professionnels de santé, parce que ça va permettre de déplacer un peu les paradigmes, d'avoir un autre schéma mental. Hein, tu parlais tout à l'heure des cerveaux des artistes et des médecins, mais d'avoir une autre organisation synaptique pour rester un peu basiquement dans les éléments physiologiques que j'ai compris ou humoral, et donc de se reprogrammer d'une manière qui s'ouvre indépendamment des acquis. C'est ce que nous raconte aussi Bouliakov dans ses nouvelles. C'est-à-dire qu'il arrive comme jeune médecin, à l'époque c'est 5 ans d'études au début du XXe siècle chez lui, et puis il est dans la panique absolue, il croit qu'il ne sait pas, et en fait, petit à petit, les patients et la pratique et les personnes de l'équipe avec laquelle il travaille, infirmières, sages-femmes, etc., vont lui montrer qu'il sait. Hein, mais simplement, le stress, la panique dans laquelle il se trouvait, de rater, d'être mauvais, voilà, l'éloignait d'un état d'esprit où il pouvait retrouver un peu de calme, un peu de sérénité, ou sinon de sérénité, enfin en tout cas d'efficacité, et se rendre compte qu'en fait, oui, il sait parce qu'il est formé pour ça, mais qu'il faut qu'il l'approche mentalement d'une façon adaptée pour être au top de son efficacité et de ne pas lui-même se scier la branche sur laquelle il est assis. Et Philippe, tu parles donc en fait de l'importance de l'art pour le bonheur. Comment l'art contribue au bonheur. Puis on a parlé récemment justement du fait que le bonheur, c'est vraiment une des choses qui est la plus importante pour l'être humain, puis que même la santé, l'argent, la gloire, c'est tous, ce sont tous des si on veut, des conditions qui contribuent au bonheur, peut-être pas, mais en fait, le bonheur, c'est ce qui est le plus important. Toi qui as fait les deux, quand tu pratiques la médecine, puis ce qu'on dit aussi dans les études, c'est que la pratique de la médecine ou être en contact avec des patients, c'est fondamentalement valorisant. Même si c'est parfois difficile dans un système qui est un peu cassé, c'est fondamentalement valorisant pour plein de raisons. Donc, on a l'impression qu'on contribue vraiment à quelque chose, une cause plus grande que soi. Peu importe, là, c'est instinctif. Parfois, on y pense pas qu'on fait ça. C'est pas parce que les patients nous disent merci, c'est pas les questions d'argent. Il y a quelque chose qui se passe, mais aussi la pratique des arts. Donc, pour toi, qu'est-ce qui te rend le plus heureux lorsque tu fais de l'art, lorsque tu es sur la scène, ou lorsque tu pratiques la médecine en région rurale, comme tu as fait beaucoup durant la COVID? Alors, je ne sais pas si j'atteins le bonheur. C'est peut-être encore pas aussi clair que ça dans ma perception des choses, mais je parlerais plutôt d'une sorte de bien-être, dans le sens d'un équilibre, voir la définition de l'OMS de la santé, hein, l'équilibre entre un état physiologique, enfin, je cite de mémoire, mais on l'a tous à l'esprit. Donc cet équilibre qui rend paisible, qui rend serein, ce bien-être, oui, il est là. Alors, bon, ma réponse va être forcément
assez morcelée, mais je vais la formuler parce que ça touche à des choses intimes, donc des choses qui sont pas forcément, pour moi en tout cas, élucidées ou dont la formulation va être d'une grande clarté, mais je me livre volontiers à l'exercice. Alors, d'abord, les questions liées à la solidarité et au collectif et à l'échange. Ça, je trouve que dans les deux pratiques, puisque tu m'interroges là-dessus, il y a vraiment un voisinage, c'est la même chose. Donner un spectacle vivant, c'est être forcément dans une solidarité à la la communauté que forment les spectateurs et la communauté peut-être des soignants et des patients est aussi importante à prendre en compte. C'est pas seulement des choses pour le médecin ni pour l'artiste dont on est propriétaire et qui émanent de soi. Moi, j'ai plutôt l'impression d'être traversé par quelque chose dans les deux cas. C'est-à-dire quelque chose m'arrive. Ça a été, j'ai l'impression aussi comme ça depuis ma naissance. Il m'est arrivé de faire mes études de médecine, il m'est arrivé d'être artiste, il m'est arrivé de faire les deux, il m'est arrivé de me retrouver dans telle ou telle situation en spectacle ou en pratique médicale. Alors quand j'étais plus jeune, je pensais que c'était lié à moi, mais bon, ça c'est peut-être la déconstruction ou la compréhension de l'ego qui fait sa route quand on vieillit. Mais voilà, ça m'arrive, ça nous traverse, quelque chose nous traverse, qui n'est pas sur le même plan que notre petite personne. Même si notre personne de soignant ou d'artiste, et de toute façon pour les anciens, il semble que c'était très proche, puisque voilà, dans plusieurs civilisations, la pratique d'une action performative et la notion de soin sont liées. Voilà. Alors voilà, ça c'est une des choses qui m'apporte du bien-être et qui me rend optimiste par rapport au fait d'exister. C'est cette notion de servir de médiateur quelque part à quelque chose qui connecte au corps social, à la créativité, et puis et qui met la pensée en action, voilà, qui incarne une pensée qui va devenir en action. Et quand on est artiste du spectacle vivant au cirque, par exemple, on nous dit toujours oui, mais bon, il faut écrire, etc. Moi, je crois qu'on écrit avec sa vie, on écrit avec son existence. Il n'y a pas forcément besoin d'écrire des mots pour que quelque chose se dessine. Et donc, je ressens aussi ce voisinage, cette parenté dans les deux pratiques. Et c'est ça qui m'apporte du bien-être et m'apporte du bien-être le fait de partager ce bien-être. Voilà. Donc cette notion du bonheur dont tu parles, elle est centrale parce que si quelque chose s'y oppose ou entrave notre impression de bien-être, forcément c'est anxiogène et ça va nous rendre malades, ou ça va faire baisser notre niveau d'utilité, d'efficacité au sens d'utilité, qu'on soit, en ce qui me concerne, dans le rôle de l'artiste ou dans la fonction de l'artiste ou dans la fonction du soignant. Voilà. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question, mais c'est ce qui me vient à l'esprit à la suite d'elle. Merci Philippe. Est-ce que j'ai remarqué, évidemment, on a remarqué une chose, et nous, on t'a connu vraiment au début, lorsqu'on a parti la clinique à l'École nationale de cirque. Je pense que là, on est rendu comme à 4 ans avec la COVID. Là, il y a à peu près 4 ans, Marie-Philippe Tremblay a fait sa maîtrise sur une étude d'implantation de cette clinique-là. Donc, nos étudiants ont lu
ont lu tes travaux, de ce que tu avais fait. Donc, tu as vraiment implanté une des premières cliniques. En tout cas, tu l'as documenté dans la littérature, une des premières cliniques de médecine de cirque. Et tu as publié ce livre. Donc, là, je veux juste ouvrir une petite parenthèse par rapport à la médecine de cirque. Donc, te voilà artiste de cirque, tu connais bien ce domaine-là. Et il y a cette opportunité de partir une clinique en France, dans une grande école de cirque. Ça a été quoi ton expérience de partir cette clinique-là? Et sans, je sais qu'il y a une longue histoire attachée à tout ça. Puis peut-être que, tu sais, on va plus se cibler sur le fait que la médecine de cirque, donc les artistes de cirque et Françoise qui est à l'écran, qui a travaillé avec beaucoup d'artistes de cirque pendant longtemps, peut reconnaître le besoin au niveau médical des artistes de cirque, d'avoir accès à des médecins pour des suivis, prise en charge. Les mécanismes de blessure sont vraiment différents. Pourtant, finalement, les services médicaux sont pas organisés de façon très tout à fait bien organisée pour offrir des soins aux artistes de cirque. Il y en a des milliers juste à Montréal, en fait, avec le Cirque du Soleil, les 7 doigts de la main, Éloise. Et ces gens-là n'ont pas nécessairement... Donc, ils vont consulter des cliniques médicales, quelques médecins sportifs. Et toi, tu as fait un peu comme on a fait aussi à l'École nationale de cirque. Mais c'est pas facile de faire ça dans un milieu, dans une école. Et pourquoi tu penses, Philippe? Alors oui, effectivement, oui, je reviens pas tu as raison sur l'historique de tout ça. Je veux quand même saluer mon maître, le professeur Michel Bourra, qui était professeur enfin, je veux citer son nom, il est décédé maintenant, de physiologie du sport, on disait à l'époque, des activités physiques et sportives à Nancy, et qui a accepté que je devienne son thésard, son doctorant sur le cirque, parce que je voulais faire une thèse de doctorat en médecine sur le cirque ou rien. Et bon, le cirque n'était pas à la mode, ça n'intéressait personne. Et c'est lui qui m'a très chaleureusement, et avec beaucoup de bienveillance et d'intérêt, guidé, ouvert la porte de son labo. Et grâce à lui, tout ça a eu lieu. Saluer aussi Guy Caron, créateur de l'École nationale de cirque du Québec, qui a été ensuite directeur de l'école de Châlons et qui m'a confié la mission, Châlons en Champagne en France, et qui m'a confié la mission de créer le département médical. Alors, voilà, je voulais citer ces deux noms, ça me tenait à cœur. Mais alors, la situation était la suivante. Moi, j'étais devenu artiste de cirque par vocation. J'avais la vocation, quand j'étais petit garçon, je voulais être clown, docteur et missionnaire. Bon, alors, j'en ai fait deux. Je ne suis pas rentré dans les ordres, mais il y a bien quelque chose de l'ordre de la mission dans ces deux choses, surtout que comme artiste, je crois dans le service public de l'art. Et donc, voilà, il y a quelque chose de l'ordre du missionnaire, certainement. Et puis, j'ai eu la vocation du cirque et donc j'ai commencé tard. Hein. Donc, le paradoxe, c'est que souvent, dans le cirque contemporain, on commence tard parce qu'on ne peut pas commencer, en tout cas en France, avant 16 ans. Les formations supérieures, c'est tard pour le corps. Hein. Et donc, pousser le très très haut niveau aussi vite, ça pose des problèmes physiques. Je les ai connus, voilà, dans mon organisme. J'ai commencé à développer des pathologies liées à l'entraînement, liées au travail. Et puis, je voyais mes collègues autour de moi, jeunes, mais qui étaient confrontés à cette usure prématurée du corps par sursollicitation et parce qu'on avait des sollicitations supraphysiologiques par nature. Le cirque, c'est supraphysiologique. Voilà. Et donc, après l'étude qu'on a faite avec Michel Bourra, enfin que j'ai faite sous sa direction, on a montré que c'était impossible de pratiquer le cirque professionnel, donc le cirque de haut niveau, sans se blesser. Donc, à partir de là, quoi faire? Donc, ça, c'était en 89. Et comment aborder les questions qui nous échoivent en tant que soignants, c'est-à-dire quid de la prévention, quid de l'information aux artistes, quid des thérapeutiques et surtout qu'est-ce qui se passe à la fin de carrière. Ce sont des carrières qui cessent très tôt. Et comme élève
de la première école de cirque créée en France et aussi comme jeune praticien, puis comme directeur de troupe. On a dirigé une des plus grosses troupes françaises de cirque de recherche, de cirque contemporain, jusque dans les années 2000. Je voyais bien qu'il y avait un problème, c'est-à-dire que l'accès aux soins est formidable. En France, il y a un accès aux soins qui est quand même remarquable depuis qu'Émile Croizat a mis sur pied la sécurité sociale, comme lui avait demandé le général de Gaulle. Il était communiste, Croizat, il croyait à toutes sortes de choses qui font qu'on a un système de santé créé entre 45 et 48 à peu près, qui tient vraiment la route. Mais en même temps, est-ce que c'est suffisamment spécifique au milieu, au contexte de l'exercice professionnel, au type d'exercice, à l'exercice professionnel et aux fins de carrière? Non, évidemment non. Donc il fallait inventer une approche médicale spécifique. Alors, ça n'est pas encore le cas. C'est-à-dire qu'on n'a pas un système de soins, on n'a pas de filière spécifique, malgré les efforts des institutions, des écoles, je parle de la France, là, malgré les efforts répétés, réitérés, on a réussi nos députés ont voté un statut juridique et social pour les athlètes de haut niveau, parce qu'avec le sport business, tout l'argent que ça brasse, les médias, les diffusions à la télé, les Jeux Olympiques, etc. Il y a énormément d'argent, donc énormément d'intérêt en jeu. Et donc ceux qui vivent grâce à ça ont intérêt à ce que toute la troupe des athlètes soit en ordre de marche. Mais pour le cirque, c'est pas encore le cas. En France et même en Europe, on n'arrive pas à avoir un système de soins adapté parce qu'on nous demande des chiffres, des cohortes, mais la population est extrêmement hétérogène. On n'arrive pas à la définir vraiment. Combien sont-ils? Est-ce qu'ils se déclarent toujours comme artistes de cirque, etc. Donc nous avons accès au système de soins comme tout un chacun en France, dans notre pays, et d'une façon large et peu onéreuse, parce que c'est la collectivité qui prend en charge tout ça. C'est nos impôts qui payent tout ça, avec un système médical que vous connaissez, qui est un peu paradoxal parce que c'est un système complètement étatisé, mais où il reste aussi une autonomie libérale des médecins. Donc voilà, ça offre bien des avantages, mais il y a aussi des choses moins cohérentes. Enfin voilà, je crois que vous connaissez bien ça aussi. Nos systèmes ont bien des points communs dans leur qualité et dans les choses qu'il faut encore perfectionner. Alors pour recentrer sur le cirque, comment faire? Alors on peut développer des suivis. Alors la majorité des troubles sont des troubles liés du domaine de l'orthopédie, ou de la posture, ou de l'usure, ou de la polymicrotraumatologie, de l'appareil locomoteur, etc. Mais pas que. Il y a aussi des problèmes médicaux. Il y a aussi toute une prise en compte des questions du domaine psychologique aussi. Et puis cette angoisse qui est permanente parce que les exercices sont dangereux. Donc on est j'ai écrit un livre qui s'appelle Le cirque entre l'élan et la chute, et donc il y a une anxiété. Et d'ailleurs, les plus grands artistes sont ceux qui arrivent à dominer ce stress, à dominer cette anxiété pour que leur performance soit optimale. Donc, il y a tout un tas de choses spécifiques qui ne sont toujours pas prises en compte, mais et qui, quelque part, cette non prise en compte, ce système qui n'est pas encore trouvé, je voudrais dire, pour pas que ça revête un aspect polémique, parce que c'est pas ça, dépend quelque part du désir d'autonomie des artistes. C'est-à-dire, je suis un petit peu arrivé à cette conclusion après, maintenant 40 ans, bientôt 50 passés sur le terrain, soit comme artiste, soit comme médecin, ou les deux à la fois, ou chercheur. Et avec les collègues, on a créé la Société française de médecine du cirque en 90. Ça dépend vraiment des artistes. C'est-à-dire, je t'écoutais hier dans ta très bonne présentation lors du
du colloque de la Société québécoise de médecine d'urgence, expliquait comment les solutions doivent émaner du milieu. Là, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que quel est le milieu des artistes de cirque? Est-ce que c'est les institutions qui gèrent tout le cirque, c'est-à-dire l'industrie du divertissement, l'industrie du cirque? Est-ce que ce sont les écoles, les institutions des écoles? Est-ce que ce sont les gens qui font la diffusion des spectacles? Ou est-ce que le milieu, c'est ceux qui font, c'est-à-dire les artistes, sans qui rien ne serait? S'il n'y a pas d'artistes de cirque, s'il n'y a pas des gens qui acceptent de commencer à faire de la gym à 6 ans et puis qui ensuite poursuivent jusqu'à 35, voire 40 ans au plus haut niveau, il n'y aurait pas de spectacle de cirque. Donc pour moi, au centre du spectacle de cirque est l'artiste. C'est sur lui que tout repose, à tous les sens du mot, et c'est sur lui que doivent se concentrer toutes les attentions. C'est pas forcément ce qui se passe. C'est-à-dire que parfois, dans certains pays, on a plutôt l'impression que l'artiste de cirque est une sorte d'ouvrier spécialisé, mais aussi parfois une sorte de prolétariat qui va faire vivre tout un business autour, qu'il soit privé ou public, parce qu'en France, le cirque contemporain, c'est très soutenu par les collectivités locales. Mais on a l'impression que, ma foi, les gens rentrent dans la carrière et puis à 35 ans, c'est fini et puis c'est tout. Alors, autant de mon temps, dirais-je, c'était envisageable jusqu'à mon époque, mais maintenant qu'il y a des écoles nationales avec des financements publics qui forment des gens, il faut que le présent et le devenir sanitaire et social de ces artistes soient pris en compte. Donc, ça veut dire aussi qu'il faut que les artistes se mobilisent. Or, il y a très peu, par exemple, en France, il y a très peu de syndicats d'artistes. Il y a des syndicats de directeurs de cirque, qui soient le cirque traditionnel, de l'entertainment, on pourrait dire. Il y a beaucoup de directions d'artistes de cirque, mais il reste aussi que c'est aux artistes eux-mêmes de dire bon, j'ai des besoins, de les identifier et puis de se défendre par rapport à l'accès aux soins. Oui, on peut pas. On connaît que c'est une situation particulière parce que des fois ils veulent pas nécessairement montrer qu'ils ont été blessés parce que ça peut avoir des répercussions sur l'embauche et c'est très 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 touché en fait. Alors que l'athlète, lui, on le sait bien, il est blessé, il courra pas son 100 mètres, on voit tout de suite son temps. Alors l'artiste de cirque, il est peut-être un peu moins performant, mais il arrive quand même à minimiser. Donc c'est quand même assez spécial de ce côté-là. Philippe, je veux juste te dire, le temps passe et je veux juste t'expliquer, c'est fascinant. J'aurais encore beaucoup de questions. J'ai une question qui me trotte, peut-être que quelqu'un d'autre la posera. Comme par exemple, comment tu réussis pour écrire beaucoup, tu écris beaucoup, tu publies beaucoup, il y a une discipline importante, tu fais ta marque dans l'histoire finalement, à la fois en médecine, en art, en théâtre. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaie d'enseigner aux étudiants. C'est quelque chose qui est difficile à faire. C'est une discipline, c'est une partie du cerveau. On a créé une école un peu de rédaction scientifique pour les encourager à faire ça. Et c'est vraiment quelque chose qui est important. Si on publie pas dans le domaine médical, mais les gens, ça laisse pas de traces. Les gens savent pas ce qu'on a fait. Donc quand tu laisses des traces, même si t'es plus autant actif en médecine de cirque, tu as écrit un livre l'année passée, publié, qui va laisser une trace dans l'histoire. C'est majeur, ce livre-là. Et donc, moi, je vais me taire. Je reviendrai peut-être avec une petite question à la toute fin. Mais traditionnellement, dans le Living Lab, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on l'ouvre au public. Et puis, mais par exemple, Philippe, là, je vais te demander quelque chose qui est particulier. C'est vraiment, on appelle ça des rapid fire. OK? Fait qu'ils vont te poser une question, c'est une réponse rapide, 2-3 phrases. C'est intuitif, c'est qu'est-ce qui te vient à l'esprit. Et on va essayer de donner la chance au plus de personnes possible. Donc, question avec Rapid Fire. Est-ce que ça te convient?
Ça Tout à fait. t'indispose pas? Tu es aux nouvelles du soir, on te pose la question, il va y avoir un clip de 30 secondes seulement sur 10 minutes d'entrevue. Alors donc, on fait cet exercice-là. Alors, qui voudrait poser la première question? Jenny, tu surveilles les mains? On peut soit mettre votre main. Est-ce qu'il y a des... Je vais y aller. Je ne sais pas si ça se porte pour une rapid fire, là, mais en fait, c'est que moi, mon nom, c'est Julie Théberge. Ça m'intéresse beaucoup, toute cette conférence-là, les liens entre l'art et la médecine. Là, ce que je me rends compte, en fait, dans cette idée-là de travailler en interdisciplinarité, c'est souvent, là, on est comme dans un espèce de début, puis on trouve des personnes comme vous qui sont des hybrides. OK, dans la même personne, on a l'artiste, on a le médecin, mais ça, c'est quand même, c'est pas nécessairement commun dans une organisation. Fait que je me disais, comment est-ce qu'on est capable, justement, de se dire, si on a des artistes dont leur spécialité, c'est justement de se développer une pratique artistique, comment est-ce qu'on est capable, justement, de faire en sorte que ces deux solitudes-là, mettons, puissent se mettre à travailler ensemble en gardant chacun leur expertise, mais en collaborant ensemble? Comment, en quelques phrases, tu dirais à quelqu'un de quoi faire une étudiante qui souhaite rapprocher les deux mondes? Ça serait quoi ton conseil? Oui, on le fait déjà à travers, par exemple, la direction ou l'accompagnement de mémoire de master, où on a des étudiants qui vont, par exemple, alors, réponse rapide, j'ai accompagné une thèse de doctorat d'État en médecine qui travaillait sur le phénomène de la dépression et puis de soumettre des patients à des spectacles de cirque et de vérifier si leur humeur changeait. Et la réponse est oui. Alors ça, c'était une étude très intéressante. C'est Madeleine Guillaume qui a soutenu sa thèse l'année dernière en plein pandémie via Zoom là-dessus. Et puis j'ai aussi d'autres étudiants en art ou étudiantes qui vont se consacrer à la place de certaines approches artistiques ou certaines pratiques artistiques dans certaines thérapies, notamment dans le domaine psychologique ou encore dans le domaine de la réhabilitation dans certaines maladies comme le Parkinson. Enfin, on a remarqué que les pratiques théâtrales favorisent la disparition de certains symptômes les plus aigus du Parkinson. Alors, je pense que c'est par la pratique commune. La pratique commune, on peut arriver à développer ça. Donc, la pratique commune, faire plus de recherche là-dessus, publiciser tout ça, mais aussi créer des opportunités de contact avec dans les deux mondes. Est-ce que une autre question, je pense que j'ai vu Jean-Guy, Jenny? Jean-Guy Trottier. Ton micro. T'es sur mute. Correct? Vous m'entendez? Oui. OK, écoutez, c'est parce qu'à vous écouter, le docteur, je vous ai perdu. OK, vous m'entendez encore? Oui. Oui. En vous écoutant, le docteur Boudard, moi, je suis une vieille personne, mais quand j'étais très jeune, j'ai toujours vécu en campagne, très jeune, et je me rends compte, je me rappelle tout à coup, je fais un constat, c'est que on avait dans 3 villages, dans 2 différents villages, on avait 2 médecins, ce qui était très rare. OK? Et ces médecins-là étaient des artistes. Un était musicien et peintre, et l'autre était chanteur classique. Okay? Puis, bon, il s'exhibait dans les moyens qu'il y avait à cette époque-là, mais il faisait un peu des deux. Et la première question... Puis en plus, j'ai eu un prof, j'ai connu quand j'étais au collège, quelqu'un qui faisait de la musique et que j'ai eu après ça comme professeur de maths, ce qui était incompréhensible pour moi, OK? Il reste tout de même qu'il y avait quelque chose de particulier, c'est ces personnes-là, c'est qu'ils pratiquaient vraiment les deux, mais ils avaient commencé à pratiquer l'art avant la médecine ou avant les mathématiques. Et là, je me disais, est-ce que leur cerveau n'a pas été
fabriquer pour être capable d'être des artistes, après ça, passer à d'autres choses. Mais là, j'ajoute d'autres choses. C'est qu'après ça, j'ai travaillé toute ma vie avec des médecins. Et les médecins que j'ai connus, peu plus tard de cette génération-là, je me disais, non, ils ne pourraient pas faire ça. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que nos médecins, là, on parle avec des médecins, les médecins d'aujourd'hui, ils ont la tête trop pleine, ils ont trop de choses à apprendre, ils ont trop de techniques pour être capables d'avoir... c'est un feeling que je vous donne, là, parce que ça, je l'ai senti, mais je l'ai vécu aussi. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Mais c'est intéressant, Philippe, parce qu'on en parlait hier à la conférence de toute la formation médicale et tout, mais on parlait surtout du concept du temps, que tu n'as pas beaucoup de temps, il faut que tu apprennes beaucoup de choses. Jean-Guy a l'expérience de diriger des équipes médicales, des hôpitaux complets, donc il a vu ça. Il y a le parcours un peu que ton fils, dans lequel ton fils est en train d'explorer. Le fils à Philippe étudie maintenant pour être comme un dirigeant d'hôpital en passant, Jean-Guy. Donc, Philippe, en rapid fire, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est un bon constat. Les médecins d'aujourd'hui sont peut-être différents. Oui, pas que les médecins. Je pense que le monde change. Merci Jean-Guy pour votre témoignage. Je trouve qu'effectivement, la pratique artistique, ça prédispose à certaines pratiques intellectuelles et ça donne de la vivacité, de la fluidité, de la sensibilité. Donc ça, c'était votre premier constat et je suis sûr que vous avez raison d'exposer ça et je l'ai vécu. L'autre chose, c'est est-ce qu'il n'y a pas trop de choses à faire et de ce fait, du temps, on a l'impression que le temps nous manque. Alors oui, le rapport au temps est un rapport stressant. C'est-à-dire qu'on il faut être très efficace, très vite, tout de suite, et on a moins maintenant le courage ou l'envie ou le souhait de prendre le risque de s'arrêter, d'arrêter le temps, d'arrêter de courir et de travailler, et en se disant que si on récupère un peu de temps à soi, un peu d'espace mental, un peu d'espace de réflexion et de respiration personnelle, ça va au contraire améliorer nos performances. Donc c'est pas en s'excitant sur le travail et en courant derrière le temps qui fuit qu'on est le plus efficace, c'est en aménageant évidemment, comme l'artiste de cirque, avec ses problèmes somatiques, il y a des temps de repos indispensables, sinon le soma... le côté physique casse, quoi. Voilà. Donc oui, il faut savoir prendre du temps pour diminuer le stress. Excellente réponse. Merci. Peut-être quelques questions encore pour 2-3 minutes et après ça, on fait un exercice où tous les gens qui sont à l'écran, et c'est le temps de vous sauver si ça vous tente pas, mais vous allez nous faire une réflexion. D'habitude, ce qu'on fait, c'est qu'est-ce que vous avez appris et comment vous vous sentez à la suite de l'écoute de Philippe Boudard, puis on fait un genre de tour de table rapide. C'est les gens qui disent quelque chose, là, qui rappellent. Alors peut-être 2-3 questions à réponse rapide. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Merci pour ta question, Jean-Guy. OK, peut-être going, gone. Alors, à ce moment-là, ce que j'aimerais, c'est on fait notre tour de table et Jenny va vous montrer un peu comment on fait ça. Donc, Jenny, je te laisserai commencer par un petit quelques mots. Ce qu'on fait des fois, c'est un mot de gratitude. Et puis, après ça, on dit ce qu'on a retenu et comment on se ressent suite à la conférence. Jenny. Merci, M. Boutard. C'est vraiment inspirant. Moi, j'ai été particulièrement touchée par l'histoire qui s'est passée dans les années 20 ou quelque chose comme ça, et l'histoire que vous avez vécue, puis de réaliser que peu importe la différence de siècle, on est humain, puis on vit les mêmes choses, puis la gratitude, ça reste quelque chose d'important. Puis vous terminez aussi votre entrevue en parlant du rapport au temps, qui est quand même quelque chose de majeur dans nos vies. Donc, voilà, je me
je quitte puis c'est la fin de semaine en plus, mais je me sentirais pas mal de rien faire en fin de semaine puis de prendre des moments pour juste laisser reposer puis tranquilliser l'esprit. Merci, Jenny. Françoise? Bon, moi, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai entendu. J'ai appris un nouveau mot, supraphysiologique. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Puis aussi le lien entre la performativité des médecins et celle des artistes. Moi, ça, c'est quelque chose qui m'a frappé. Puis merci à Philippe et à toutes les personnes qui ont participé, qui se sont montrées curieuses des pratiques et contemporaines et anciennes. Alors, Françoise, tu es la directrice sortante dans Piste? Non. Moi, j'ai été aux formations, j'ai été coordonnatrice au développement professionnel pendant à peu près 4 ans. Là, maintenant, j'ai mon site Internet sur le cirque. Là. J'ai un site Internet sur le cirque. Une personne que tout le monde connaît dans l'industrie du cirque, Françoise. Donc, merci d'être là. C'est intéressant. J'ai sur mon écran Joanne Liu, Dr. Joanne Liu. Qu'est-ce que tu as appris et comment tu te sens aujourd'hui? Je pense qu'elle n'est pas là. Je viens juste de revenir, mais j'aurais peut-être pas dû revenir. Non, mais moi, j'étais très curieuse parce que j'avais eu la chance de rencontrer Dr. Goudard là, très brièvement avant ta présentation cette semaine. Rick, puis je trouvais ça intéressant, le parcours. Et puis moi, je pense que c'est ce que j'ai appris surtout, c'est la détermination d'un jeune médecin, puis d'avoir réussi à travers des années d'articuler ça dans un ensemble qui se tient. Et donc et arriver avec des délivrables. Donc moi je trouve ça extraordinaire parce que sur des comment dire, des avenues qui initialement peut-être on n'a pas l'impression qu'elles allaient se rejoindre, ont finalement arrivé à un point ensemble aujourd'hui. Donc et je trouve ça quand même aussi très intéressant de voir que la créativité, puis je suis très, très déçue de ne pas avoir été au courant de la pièce de théâtre que je joue à Concordia parce que j'aurais vraiment voulu aller voir ça, mais ça sera pour une autre fois. Donc, c'est juste que je trouve ça extraordinaire, je crois. Moi, puis je vais finir là-dessus, je crois beaucoup à la créativité, puis je crois beaucoup à l'art, mais pour moi, l'art aussi, ça fait partie de la beauté des choses. Puis, je rappellerai toujours que j'ai dit dans une entrevue, quand j'étais rentrée des centres de détention en Libye où les gens sont littéralement torturés et maltraités et qui sont des lieux de non-droit, que j'avais dit quand j'étais sortie de là, la seule chose qui va pouvoir me penser, en tout cas ma pensée PANSER, ma douleur d'humanitaire, c'est de voir de la beauté. Puis moi, voir de la beauté, c'est voir de l'art. Donc pour moi, c'est tellement essentiel l'art dans ma vie, et puis je suis tellement redevable par rapport à tout ce que les artistes apportent comme confort, en tout cas dans mon cœur d'humanitaire qui peut être blessé. Donc voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Joanne Liu. Est-ce que on va passer à art, médecine. On va aller avec Charlène, si tu es là. Charlène, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui et comment tu te sens? Oui, alors déjà, c'est toujours un plaisir d'entendre Philippe. Merci encore. Alors moi, ce qui m'a le plus marqué, puisque je connais quand même le travail de Philippe, mais ce qui m'a marqué ce soir, en fait, en tant que jeune chercheur, c'était quand il a exprimé en fait ce sentiment qu'on a quelque chose à faire en fait et à apporter dans la recherche, que ce soit autant donc dans la médecine que dans l'art, et que ce quelque chose, ça relève pas simplement de son petit soi-même, et voilà, qu'il y a quelque chose qui va au-delà et qui va au-delà aussi d'une simple passion. Et je trouvais que ça faisait du bien encore une fois de l'entendre de la part de Philippe. Donc merci Philippe.
Et comment tu te sens maintenant? Maintenant, ah bah moi, quand j'entends Philippe parler, je me sens toujours mieux. C'est vraiment, enfin, pour moi, c'est une humanité. Enfin voilà, enfin, j'adore en fait ces histoires parce que c'est une humanité qui vient du cirque, mais qui vient de l'art et qui vient de la médecine. Et d'entendre quelqu'un d'aussi humain en fait qui nous parle sincèrement, voilà, ça me fait toujours du bien. Arlène, bienvenue à ta première fois aux grandes entrevues du Living Lab. Est-ce que Stéphie Pierre, qui est notre étudiante en maîtrise, une de nos étudiantes à la maîtrise, Stéphie, qu'est-ce que tu as appris? Oui, eh bien, merci beaucoup pour votre présence parmi nous, puis aussi d'avoir partagé votre expérience vraiment extrêmement riche. En fait, j'ai eu plusieurs émotions au cours de cette discussion. Je dirais que ce que j'ai trouvé fascinant, c'est à quel point, parce que la vivacité, à quel point c'est vivant, le concret de tout ce domaine-là que je trouve extrêmement riche. Puis, ce qui m'a vraiment marqué aussi, c'est lorsque vous abordez la question de à quel point, pour l'artiste, l'anxiété est permanente et en fait, les artistes de haut niveau sont ceux qui sont capables de gérer cette anxiété et également de voir à quel point c'est... parce que moi, je m'intéresse beaucoup à la santé mentale dans mon thème de recherche, donc ça m'a beaucoup marqué lorsque vous avez abordé cette question. Puis, donc, à quel point ça doit être difficile et très chargé à porter pour les artistes. Alors, voilà, c'est ça qui m'a marqué. Puis, je me sens reconnaissante d'être présente. Et aussi, ça me donne envie de peut-être de plus regarder cet aspect-là, l'aspect artistique et comment l'intégrer dans la recherche et dans la recherche scientifique. Merci. Merci, Stéphie. Jean-Guy, qu'est-ce que tu as appris? Comment tu te sens? Ben, écoutez, et moi, comment je me sens, c'est que je suis à la retraite depuis depuis 2 ans, et puis j'ai le temps de penser. Et puis, des fois, je me dis, j'ai trop travaillé, malgré que je ne suis pas celui qui a plus travaillé. Je me suis rendu compte aussi que quand je travaillais moins, que je m'investissais dans d'autres domaines, parce que quand je travaillais, je m'investissais dans d'autres domaines qui n'étaient pas nécessairement artistiques, que j'avais plus de recul quand je revenais et j'avais plus d'imagination. Moi, je pense qu'à un moment donné, peu importe dans quel domaine on est, quand on est trop collé dessus, on y met des efforts sans jamais prendre de recul. Puis prendre de recul, c'est pas juste dire je réfléchis, c'est mettre les pieds dans d'autres choses, puis voir d'autres choses, puis sentir d'autres choses, puis revenir. Puis je suis convaincu actuellement, là, c'est une maladie. Moi, j'ai connu, je travaillais dans le réseau. C'était valorisant d'être fatigué, puis d'avoir l'air fatigué le lundi matin parce que tu avais travaillé toute la fin de semaine, mais il n'y avait pas d'idée. Puis je pense que ce que dit M. Goudard, dans le fond, c'est que moi, j'ai pu faire plusieurs choses en même temps. Puis, dans le fond, mon cerveau est travaillé des deux côtés. Et puis, j'ai fait quelque chose de complémentaire. Puis ça a bien été pour tout le monde, pour ses patients, puis pour lui, puis pour ceux qui vont le voir. Puis ça, moi, je commence à découvrir ça. C'est bien trop tard, mais c'est ça. Merci beaucoup, Jean-Guy. Vraiment, Jean-Guy, qui a toute cette expérience comme dirigeant d'hôpitaux qui à Fatoumata. Oui, mais oui. Qu'est-ce que tu as appris? Comment oui, tu merci pour cette belle présentation. Moi, je dirais, c'est pas ce que j'ai appris, mais ça a renforcé un peu ce que je savais déjà, que l'art et la médecine ne sont pas incompatibles. C'est quelque chose qui est beaucoup utilisé en Afrique. Quand on fait de la sensibilisation, on a remarqué que les messages de sensibilisation, ça marche mieux quand c'est fait par des artistes. Et c'est rare qu'on voit des médecins quand même dans notre contexte qui est artiste à la fois, mais c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé et qui marche. Et pour des maladies qui font peur comme le sida, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé avec les sketchs. On essaye vraiment de sensibiliser le monde et puis bon, de leur dire, ben, tu as le VIH, cela ne veut pas dire que tu vas mourir, c'est une maladie chronique. Et ça fonctionne bien, ça permet aux gens d'accepter la maladie et puis de diminuer la stigmatisation envers cette maladie-là. Voilà. Et comment tu te sens?
Ben, je me sens bien. Je me sens bien. Voilà. J'ai toujours adoré les grands entretiens. Ce que j'ai toujours aimé, c'est que, comme je te l'ai déjà dit, Richard, on a accès à des gens qui sont spécialisés dans leur domaine, dans ce grand entretien, que autrement, je ne vois pas trop comment, comment y avoir accès à, si ce n'est pas le grand entretien. C'est quelque chose que je trouve fascinant. Intéressant. Je veux pas, excuse, je veux pas faire de questions, mais je veux juste faire une parenthèse. Je ne sais pas, moi aujourd'hui, je fais partie d'un groupe d'improvisation. Si j'avais fait ça quand j'étais DG, j'aurais perdu toute ma crédibilité. Puis je n'ai pas pensé de poser cette question-là au Dr Goudard, mais peut-être qu'un jour. Bien, en fait, on verra, on pourra peut-être un autre tantôt si tu veux. Mais est-ce que Stéphie, Lauriane, est-ce que Lauriane, tu as est-ce que tu as, qu'est-ce que tu as retenu, comment tu sens? Ben, je dirais que je me sens inspirée. Puis ce que je retiens, moi, en gros, c'est que quand on a des valeurs, puis quand on a une vision, puis une mission en tête, c'est possible de l'appliquer puis de faire quelque chose un livrable concret, en fait. Là, je trouve que c'est inspirant de voir que vous avez été le premier dans votre domaine, vous avez été le premier à défaire les branches puis à y aller. Puis c'est vraiment beau de voir que ça a fonctionné puis qu'il y a vraiment un résultat concret là, au final. Parce que vous étiez motivé par ce que vous faisiez. Merci, Lauriane. Sinan, étudiant aussi à la maîtrise, Lauriane aussi. Oui, merci bien. Vraiment, j'ai passé 2 heures formidables à écouter le récit du docteur. Et ce que je retiens, c'est en fait, il a expliqué au début de son entretien que tout jeune, il avait une passion, celui de faire de l'art. Et malgré tout, il a commencé par une formation de médecin. Et à la fin, il a pu relier les 2 formations pour faire sortir quelque chose, un parcours professionnel assez riche. Donc, je retiens de cela que, en fait, on peut partir on peut partir d'une formation qui n'est pas forcément notre passion, mais arriver quand même à pouvoir combiner ces 2 à la fin. Et puis avoir une carrière riche, faire plaisir, à la population ou aux personnes à qui on va, exercer notre art ou exercer notre métier. Donc vraiment, c'est ce que je retiens. Et ça confirme encore un peu plus quand j'ai rentré dans le classe d'entretien, j'avais découvert le projet de Julie. Et ça confirme encore plus que là, à sa place pour la valorisation des résultats scientifiques. Si Sinan, justement, on parle de Julie. Julie, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu te sens? Donc, Julie, tu connais bien ce domaine-là quand même. Tu as coordonné Cirque du Monde Québec pendant longtemps. Tu as fait une maîtrise en art. Tu es en train de faire ton doctorat en médecine. Ton doctorat, tu compares conférences, webinaire standard, rapport de recherche versus un spectacle. Alors, qu'est-ce que tu as appris et comment tu te sens? Ben, j'ai appris. Ben, moi aussi, je vais commencer par comment je me sens. Attends, là, j'ai un téléphone. C'est une journée pédagogique aujourd'hui, fait que c'est compliqué. En fait, je voulais dire que je me sens, j'ai de la gratitude, beaucoup de gratitude, puis j'ai un peu de tristesse. Mais j'ai beaucoup de gratitude en fait parce que justement, si aujourd'hui je suis capable de faire le doctorat que je suis en train de faire là, c'est probablement par des Philippe Goudard de ce monde qui ont fait le chemin pour faire en sorte que nous on puisse continuer à faire ce chemin-là. Longtemps dans ma vie, je me suis trouvée éparpillée, je trouvais que j'avais pas rapport, je trouvais qu'il me manquait de sens. Puis là, ben, avec le doctorat, tout ça fait de plus en plus de sens. Puis je découvre des gens comme M. Goudard qui ont été capables de lier les deux. Donc, c'est une super
inspiration. Puis donc, je me sens, j'ai beaucoup de gratitude. Où est-ce que je me sens un peu triste? Ben, c'est que justement, tu sais, un peu comme M. Jean-Guy Trottier disait, puis à un moment donné, comment Dr. Liu avait dit aussi dans une autre rencontre, c'est comment justement cette espèce d'appel-là artistique discrédite va discréditer un côté sérieux ou tout ça, tu sais, puis qu'il y a encore cette espèce de rapport-là hiérarchique où est-ce que si on fait de la science, si on fait des affaires, si on fait tout ça, ben là, on est crédible, on est important. Puis là, ben si on dessine ou qu'on fait de l'improvisation, là, on est un petit peu, tu sais, on perd un peu de la crédibilité. Ça me rend un peu triste, mais je pense qu'on est sur la bonne voie pour essayer de ramener tout ça puis de réégaliser les choses, tu sais. Fait que je trouve que on s'en va dans la bonne voie, je pense. Mais merci beaucoup, M. Goudard, d'avoir pris le temps, puis à la prochaine. Toujours aussi articulé, Julie, très bon point. Je ne sais pas si ça l'indisposerait, c'est sûr que c'est toi qui as le dernier mot, hein. Philippe, tu vas dire la même chose. Qu'est-ce que toi t'as appris avec cet entretien-là et comment tu te sens? Est-ce que ça l'indisposerait? Sandy, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que je ne sais pas si tu connais bien Philippe, vous avez travaillé ensemble. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que vous m'entendez là? Oui, super bien. OK. Alors donc, merci d'abord de cette conférence. Je trouve que c'est formidable. Moi, j'ai toujours une grande joie avec Philippe de venir dans votre pays parce qu'il y a une énergie qui semble, même si nous on vient de France, qui semble manquer en France. Et là, vraiment, c'est vraiment un grand plaisir d'échanger aussi profondément et avec un contact, je trouve, aussi limpide avec les émotions, avec des choses profondes, et ça me touche beaucoup. Donc moi, oui, j'apprends toujours, un peu comme Charlène, au contact de Philippe. Parce que c'est formidable qu'il ait réussi, effectivement, comme disait la jeune femme précédemment, d'avoir réussi à lier aussi clairement des domaines qui semblaient éloignés et pour lesquels personne ne semblait intéressé de faire que ces domaines puissent se rejoindre ou être rejoints par quelqu'un comme il a su si bien le faire. Et voilà, moi, dans ma pratique du trapèze, j'ai jamais voulu faire de trapèze. Donc, si vous voulez, j'ai fait du trapèze pour me soigner, en fait, en ne sachant pas du tout que ça allait me soigner, parce que j'écrivais beaucoup et j'écrivais trop. Et donc, je pense que j'étais devenue un peu, comme vous diriez, borderline. Et le trapèze m'a vraiment soignée. Et après, ça a été un piège redoutable et merveilleux en même temps, parce que effectivement, comme le dit le docteur Liu et d'autres, ce qui est vraiment formidable, c'est de se battre, de se défoncer pour donner de la beauté aux gens. Voilà. Merci beaucoup, Sandy. Merci à toi. Philippe, qu'est-ce que tu as appris et comment tu te sens? Et je veux juste te dire, hein, parce qu'il y a quand même une méthodologie, ça a l'air un peu improvisé, notre affaire. Et donc, il y a toujours un fond improvisé. Pour ceux qui assistent pour la première fois, on a décidé de faire des grandes entrevues dans le cadre du stage de leadership et d'innovation. Donc, on avait des étudiants, on voulait parler de différents sujets qui touchent la créativité, la médecine rurale, la pandémie, la gestion. Donc, et c'est des leaders de différents domaines qui sont invités. Et au lieu de leur demander finalement de donner un cours, de préparer sur un sujet spécifique, on dit c'est trop compliqué pour eux autres, on va les inviter et juste les questionner sur leur vie. Donc, c'est vraiment open comme ça. Et tu t'es prêté à ce jeu-là et à 2 minutes avant, tu as embarqué dans le personnage du docteur Bulgakov. J'espère que j'ai réussi à prononcer son nom adéquatement ce coup-ci. Mais comment tu te sens et qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu sens de cette expérience-là qui se vise aussi démocratique, là. Les gens, on peut pas toujours, mais on essaie que les gens au moins posent une question puis commentent sur ton expérience. Puis on essaie qu'il y ait une émotion de cette expérience-là. Donc, Philippe? Oui, je me sens
apaisé, je dirais, par l'échange, hein, tout simplement. Voilà, je ne vous connais pas ou très peu ou à peine quelques-uns, et puis soudain l'échange a lieu, la parole est partagée, écoutée, parfois entendue ou en tout cas considérée, et c'est quelque chose qui est à la fois extrêmement stimulant et apaisant et constructif. Ça donne ça donne de l'espoir. Voilà, moi j'aime ces temps d'échange très libres. Tu disais, je crois, dans ta conférence, Richard, hier, dans ta présentation, pardon, tu insistais sur l'expérience menée à Charlevoix avec les infirmières, où tu disais ce qui est important, c'est de considérer les gens, de leur demander ce qu'ils pensent et qu'ainsi quelque chose se crée. J'ai l'impression que tous ensemble, dans cette heure passée ensemble, on a appliqué ça. Hein, voilà. Donc c'est une pensée en action qui me donne du bien-être et qui me permet de trouver l'énergie pour poursuivre une tentative de contribution au mieux-être des autres par l'art ou par la médecine ou par tout simplement l'échange, comme on vient de le faire. Voilà comment je me sens. Grâce à vous. Merci beaucoup, Philippe, pour ce moment, toute ta générosité, la profondeur, les nuances de tes réponses, toute ton humilité. C'était vraiment un super beau moment. Mais je t'avais dit qu'il y avait une dernière question. Et c'est la question qu'on a posée, la dernière question qu'on a posée au docteur Bulgakov avant qu'il ait son malaise en début d'entrevue. Tu t'en souviens? Oui, tu lui demandais comment il se sentait, c'est ça? Mais quand il y a eu son malaise, mais on lui demandait comment on voulait qu'on se rappelle de lui. Ah oui. Tu me poses la même question. Moi, je dirais déjà qu'on s'en rappelle. ça peut suffire. Comment, je ne sais pas. Mais oui, si on peut les uns et les autres laisser une trace positive dans la mémoire d'autrui, je trouve que c'est déjà presque miraculeux, c'est suffisant. Voilà, j'ai pas de prétention à recevoir des honneurs posthumes ou des choses comme ça, mais voilà, oui, moi je me souviendrai de vous, par exemple, tant que ma mémoire sera efficace, et ça aide à vivre. Voilà, ça aide à vivre. Philippe, les gens qui ont le privilège d'être ici live ont eu cet immense privilège-là. Maintenant, ça va être déposé dans quelques semaines sur YouTube, et puis toute la planète aura accès à ce moment d'intimité avec nous. Merci infiniment à tout le monde d'être là dans le Living Lab Charlevoix pour ce grand entretien. On vous tient dans à peu près un mois. On va faire une autre entrevue. Donc, merci infiniment à tout le monde. Jenny Barrette qui a organisé cette rencontre, coordinatrice du Living Lab Charlevoix. Tout le monde y participer. Au revoir, merci. Et Philippe, on se reparle bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir à toutes et au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.